Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là encore pour le 5e webinaire de l'Institut français de la construction en ligne. On est très heureux encore de vous accueillir cette année. Ce sera le dernier de l'année. Je me présente, je m'appelle Zuber Lafage. Je suis professeur des universités à Centrale Lille et président fondateur de l'Institut français de la construction Lille. Je suis très heureux encore de vous présenter l'Institut, qui est une association à but non lucratif de loi 1901. Elle s'appelle l'Institut français de la construction Lille. Nos valeurs sont les valeurs de partage, partage des connaissances, partage du savoir, partage de compétences, cultiver l'esprit d'entreprise, l'esprit d'innovation, l'esprit de l'amélioration continue, s'engager dans la réduction du gaspillage, s'engager dans la collaboration et vraiment avoir un sens à ce qu'on fait et offrir l'excellence d'une amélioration continue. Il y a plusieurs raisons pour venir nous joindre. D'abord, participer à une communauté d'acteurs. Quand on est ensemble, on est meilleur. On a plus de choses à faire. C'est augmenter nos connaissances et nos pratiques, favoriser les échanges des expériences, les best practices, comme on appelle, continuer à l'amélioration de la construction Lean, la décimer partout, au niveau des universités, au niveau des écoles d'ingénieurs, au niveau des lycées, au niveau des chantiers, au niveau des entreprises. Et ça, c'est vraiment un élément important, au niveau des publics également, au niveau des institutions publiques, au niveau des donneurs d'ordre, et toutes les parties prenantes, partager une culture Lean avec les collègues, proposer des stratégies incluant le Lean, devenir un influenceur de Lean dans la construction et même ailleurs, et permettre à la construction Lean d'être comprise par le plus grand nombre, et ça ne peut être fait qu'en dialoguant, débattant, et il n'y a pas une personne qui connaît mieux que les autres, et ça, c'est vraiment... Le dialogue, c'est quelque chose de très important. Et diffuser le savoir en langue française. La langue, elle est très importante. Et le fait que la langue française, elle est écoutée, pratiquée partout. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui nous unit quelque part. Et accueillir et proposer des stagiaires. Plusieurs entreprises nous ont rejoints en tant que partenaires, en tant que sponsors, dans le bon sens du terme, parce que on en a besoin également, et il y a des gens qui investissent en sponsoring sur nous, on les remercie tous vraiment. Et si vous êtes intéressés, faites-le, parce que c'est comme ça qu'on montre l'engagement, c'est comme ça qu'on, si vous croyez à la construction Lean et à cette industrie de la construction, ben, venez nous rejoindre. Nos informations, ils sont sur YouTube. Tous les webinaires, ils sont transmis ensuite sur YouTube. On a un YouTube sur l'Institut français de la construction Lean. Donc, on a également, pour s'informer, on a LinkedIn avec une page institutionnelle l'Institut français de la construction Lean. Il y a d'autres pages, il y a des groupes également de l'Institut français. C'est toujours intéressant d'échanger, de débattre. Mais voilà notre page institutionnelle. On a un bureau qui a été élu, qui travaille d'une manière assez continue pour l'Institut français de la construction de Lille. D'abord, Dr Béatrice Rosé, qui est ingénieure de recherche de l'Université de Lille, une passionnée également de Lille, qui est secrétaire générale, qui est Madame Dominique Prenard-Baradzi, qui est expert Lille, qui a un parcours extrêmement riche, de l'automobile à la construction, et ensuite maintenant, elle a créé son entreprise Aflia, spécialisée dans le Lean Green ou bien le Lean Vert. Et moi-même, Zuber Lafage, je suis professeur l'Université à Centrale Lille dans le domaine de la construction, et j'ai dirigé plusieurs thèses et des stages et des projets industriels dans le domaine de Lean. Nous avons aussi un conseil d'administration où il y a 24 membres vraiment de grande qualité qui nous rejoignent et qui assurent en fait cette notion de diffusion des compétences d'amélioration continue, de savoir et de savoir-faire, qui nous viennent en fait des divers parcours, et divers horizons, et c'est une richesse assez importante. Aujourd'hui, on va vous présenter, très heureux de vous présenter, le 5e webinaire de l'Institut français de la construction en ligne et les derniers de l'année 2022. Et on termine en beauté avec un intitulé très intéressant qui est « Le Lean et la logistique vers des nouvelles pratiques ». Ces webinaires, il sera prodigué par 2 experts de renommée, un dans la logistique, le second, il est dans le Lean, Monsieur Thibault Lantier, directeur d'Elinov dans le domaine du Lean, et Monsieur Jérôme Rouge, conseiller Smart Construction Logistique, spécialiste de la logistique. Ils ont travaillé ensemble pour préparer ces webinaires en binôme, et je les remercie énormément.
Bien, merci Zuber. Donc, on est très heureux de pouvoir vous présenter ce 5e webinaire de l'Institut français de la construction Lean, qui est dédié à la logistique et le Lean, et pour lequel on va voir quelles peuvent être les pratiques qui associent les deux thématiques. Alors, pour ma part, je suis Lean Manager et j'accompagne les chantiers sur lesquels je déploie le Lean sur 3 enjeux: la partie logistique, la partie planification et la partie qualité. Et moi, Jérôme Rouge, donc je suis spécialisé dans le domaine de la logistique de chantier et donc conseil auprès d'entreprises et de collectivités sur ces sujets. On va avoir l'occasion aujourd'hui d'aborder ces sujets en trois temps. Un premier, souligner les enjeux qui nous amènent à se poser la question de pourquoi parler de Lean et de logistique, quels sont à la fois les outils, les méthodes qui vont s'appliquer. On va se focaliser ensuite sur des solutions, des cas concrets appliqués au monde de la construction où des moyens logistiques et des situations rendent tout cela particulièrement sensible et pertinent. Et puis, Thibaut reprendra dans la troisième partie les étapes et les pratiques sur un plan de mise en œuvre, de méthode pour organiser tout ça sur les chantiers que nous avons devant nous. Alors, premier angle, donc, si on réfléchit dans ce moment d'échange aujourd'hui qu'on est ravi avec Thibaut d'animer, pour regarder comment se combinent, comment peuvent se soutenir à la fois les préoccupations logistiques et les bénéfices liés à la méthode Lean pour aller vers de nouvelles pratiques, eh bien, il y a un certain nombre d'enjeux qui sont dans le paysage et qui sont, si on regarde de deux grandes natures, il y a des enjeux environnementaux et puis il y a des enjeux plus économiques. Les enjeux environnementaux, ils sont liés notamment aux contraintes des milieux urbains, avec la densité du trafic, avec le manque de place que sur un certain nombre de chantiers on rencontre, en particulier dès qu'on a des chantiers d'une certaine ampleur, mais pas seulement. On a aussi tout un certain nombre de contextes plus économiques. Je pense à, par exemple, la disponibilité des moyens de levage, lift, grue, chariot élévateur ou personnel qui manutentionnent les matériaux. Les sujets de vol sur chantier qui rendent l'attention apportée aux matériaux très sensible. On a aussi un contexte réglementaire qui amène à trier, réemployer des matériaux si on est dans des situations de rénovation, avec le contexte de la loi AGEC, par exemple. Et puis, comme dernier point, je dirais un des points cruciaux, c'est le travail de manutention dans lequel se trouvent les compagnons qui vont poser des questions de productivité, mais aussi des questions de santé. Et là, je laisse Thibaut déployer sur ce sujet voilà, quelques éléments clés. Oui, je voulais partager effectivement quelques éléments chiffrés concernant l'accidentologie sur les chantiers. Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que le secteur du BTP en France, il y a à peu près 2 fois plus d'accidents que dans les autres secteurs. Et que cette accidentologie, elle représente un coût important, c'est 5% du coût global de la construction qui est lié à cette accidentologie, soit en coût direct ou en coût indirect, qui peut impacter notamment les cotisations sociales. Et la manutention, en fait, c'est 48% de ces accidents. Il y a une autre grande partie qui sont aussi liées aux chutes de plein pied, et finalement assez peu d'accidents qui sont liés directement au métier, les outils à la main, et donc la partie logistique, forcément, elle est très importante. Sachant que pour 1000 mètres carrés, il y a à peu près 80 tonnes de petits colis, ce qui est 2 fois plus que finalement les gros colis qui vont être transportés avec des moyens type grue ou chariot. Mais une grande partie des objets qui sont amenés sur les chantiers sont des petits colis qui sont manutentionnés dans des conditions des fois qui ne sont pas optimales, comme on voit sur la photo du haut où on manutentionne un bac à douche à travers les couloirs et à travers les escaliers.
Alors, est-ce qu'il faut être fataliste? Est-ce qu'il faut considérer que c'est inhérent au métier et que c'est comme ça? Je vous propose de partager un document, une étude qu'a fait l'INRS et la CNAM, qui est une étude très, très fouillée finalement sur le coût de la manutention et qui compare finalement deux situations. Alors, si on regarde notamment sur les lots de seconde œuvre sur lesquels il y a beaucoup de manutention de petits colis et qu'on compare le coût global main-d'œuvre plus les moyens, et bien effectivement, là, on peut voir que quand il n'y a pas de moyens logistiques et qu'on fait beaucoup de manutention, et bien cette manutention, enfin ce coût global de manutention, il coûte à peu près 7% du montant des travaux, alors que quand on a des moyens qui sont mécanisés, finalement, oui, on a un coût plus important de moyens, mais on réduit fortement le coût de manutention et on réduit à 2% le coût de manutention global. Donc, c'est très important et très intéressant de voir ça. Il ne faut pas être fataliste, effectivement, et donc l'approche logistique, elle est vraiment très importante. C'est déjà chasser, effectivement, un certain nombre de gaspillages qui sont ceux de la manutention et c'est tout de suite très économique. Alors, regardons maintenant, si vous voulez bien, quelques-unes des grandes activités que l'on retrouve dans le déroulement du chantier ayant un caractère logistique. Sur le schéma qu'on va pouvoir voir dans un instant, on retrouve finalement 5 principales, enfin 5 activités opérationnelles et puis de manière plus transverse, le suivi des informations à travers différents outils digitaux qui vont permettre de mesurer, de suivre les flux, de les déclencher de façon plus automatisée. Et donc, ces différentes activités, on y trouve un temps qui est le moment des prises de décision, des orientations, de la planification, qui va pouvoir s'appuyer sur des diagnostics comme le diagnostic PEMD, dans lequel on va retrouver par exemple les quantités de réemploi qui vont être à manipuler. On va trouver aussi dans cette phase le moment où on prend des décisions sur, ou en tout cas on reprend les décisions constructives qui vont dire à tel endroit je vais avoir du hors-site, donc avec des flux de matériaux plus volumineux, quasiment des livraisons exceptionnelles. On va pouvoir aussi avoir des choix en termes de moyens de transport, si on est à la recherche de moyens alternatifs comme le fluvial, le ferroviaire, comme alternative éventuellement aux véhicules routiers habituels. Bon, donc, premier temps qui donne de la visibilité, de la quantification. Ensuite, les autres activités qui sont importantes, c'est où est-ce que je vais stocker mes matériaux et l'idée d'utiliser autant que possible des plateformes, des moyens mutualisés va venir. On reviendra ultérieurement sur ce sujet. Le besoin aussi de réguler le trafic pour qu'on n'ait pas un schéma qui quelquefois bouleverse tout un quartier parce que tous les camions de livraison arrivent à un même moment le matin et se bousculent, perdant d'efficacité pour tous. Donc, cette fonction de régulation du trafic est un élément important. Une fois qu'on est arrivé sur le chantier, il y a aussi toutes les activités de manutention pour décharger et acheminer les matériaux jusque là où on en a besoin, hein, là où l'ouvrier qualifié va être mobilisé. C'est plutôt pour faire son travail de plomberie, d'électricité, d'électricien, de couvreur, et pas forcément pour faire de la manutention sur lequel il n'est pas nécessairement le mieux placé. Et puis, dernier élément sur ce schéma, c'est tout le recyclage des déchets ou voire le réemploi des matériaux, où on va essayer d'être le plus possible dans un schéma d'économie circulaire et de revaloriser tous les éléments qui ne seraient pas directement utiles sur le chantier lui-même. Donc voilà toutes ces activités qu'on retrouve sur un chantier, organisées d'une manière ou d'une autre, et sur lequel je vous propose de faire des petits zooms. Alors on va utiliser des photos, des prises de vue pour se sensibiliser aux enjeux qu'il y a derrière sans rentrer trop longuement dans le détail. Alors, premier point, il y a un moment fort qui est de discuter, d'organiser le plan d'installation du chantier, initialement et tout au long de la vie du chantier, c'est-à-dire de prendre des décisions sur
quelles sont les clôtures, quels sont les moyens de levage, où est-ce que je mets la base vie, les réseaux, comment les flux vont-ils s'organiser, dans quel sens, quels sont les matériaux, les équipements, et bien entendu, où est-ce que sont placés les grues, tous les équipements lourds du chantier, où sont les aires de livraison. Donc, autant de décisions qui vont évoluer. Et si vous regardez bien sur la partie droite, ici, on voit un modèle de pic dynamique, c'est-à-dire où on a mis, alors, si vous le voyez, regardez de près, on voit des petits surfaces, des petits schémas aimantés qu'on va utiliser. C'est un exemple d'un chantier que j'ai visité récemment où on va faire bouger avec l'aimant les zones, les installations, les équipements en fonction de l'évolution du chantier, puisque on sait bien que la photographie du plan d'installation de chantier, au début et à la fin d'un chantier, sera passée par différentes étapes. Donc voilà le moment fort de la mise en place et de l'évolution du plan d'installation de chantier, qui est un bon moment du projet. Si on regarde ensuite, vu sur le côté foncier, ce que j'évoquais tout à l'heure, on a souvent, et en particulier quand on est sur des projets, des chantiers en centre-ville, une difficulté à trouver de la place pour poser les matériaux au rythme où traditionnellement des fournisseurs pourraient les amener. Donc, on va avoir alors un dialogue avec ces fournisseurs et puis avoir réfléchi à où est-ce qu'on pouvait poser ces matériaux. Et une solution, une pratique qui nous semble intéressante à déployer, c'est l'utilisation donc de centres de consolidation de la construction, donc en particulier quand on est en zone dense, et d'aller voir comment, avec un partenaire ou un entrepôt un petit peu à l'extérieur de la ville, on va pouvoir stocker ces matériaux et les utiliser, les amener sur le chantier vraiment quand on en a besoin. Donc, le Hayat Porte-Maillot a été pour moi un sujet intéressant qui a été d'ailleurs mis en avant par la CARSAT comme un bon exemple d'attention portée à la santé des ouvriers. Mais on peut trouver des schémas très variés, comme à Lille, je vous ai mis, alors c'est un petit clin d'œil, parce qu'il n'y a pas beaucoup de matériaux de chantier qu'on peut transporter en vélo, mais voilà, soyons ouverts, il peut y avoir des opportunités. En tout cas, c'est un exemple de moyens logistiques mutualisés qui peut être bien utilisé là où c'est possible. Le BCCC, le B dans le BCCC, c'est à Bruxelles. Donc, vous voyez ce centre de consolidation qui est au bord de la voie d'eau et donc qui permet d'utiliser un acheminement fluvial de toute une partie des matériaux. Et à droite, je vous ai cité l'exemple de Londres, où il y a depuis 2004-2005 maintenant plus d'une douzaine de centres de consolidation qui irriguent les chantiers londoniens où la densité est très importante. Alors, et on pourrait multiplier ces idées, mais la question de où est-ce que l'on va, quel est l'endroit où on va stocker les matériaux avant qu'on les utilise est un élément clé. Passons à la photographie suivante, où là, justement, c'est un exemple de choses qu'on peut faire. Alors, sur le centre de consolidation ou à un autre endroit de stockage, c'est d'utiliser cette technique du kitting. C'est-à-dire, plutôt que d'avoir tous les matériaux qui arrivent sur le chantier directement, on fait un éclatement au préalable, comme on voit en bas à gauche, où on a ouvert les palettes, et puis on constitue. Alors ici, l'exemple des rôles est intéressant. Sur un rôle, on rassemble des matériaux qui vont aller à un endroit du chantier, par exemple dans une salle de bain ou une cuisine qui est préparée, dans le rôle donné, on va avoir préparé un kit avec, par exemple, une baignoire, des robinets, un peu de tuyauterie, du carrelage, qui sont l'ensemble de travail que le plombier va pouvoir utiliser en se concentrant sur son travail, parce qu'il ne va pas avoir à ouvrir des palettes dans tous les sens. On va lui avoir préparé cela sur un contenant particulier. Point suivant. Point suivant, là, j'espère que vous arrivez à percevoir, ce sont des travaux très intéressants que cette branche donc, de la sécurité sociale appliquée aux entreprises a fourni. C'est qu'ils ont fait des études très fines pour regarder la différence qu'il pouvait y avoir en termes d'activité, de manutention, entre un schéma où on laissait
une équipe de deux ouvriers, 2 salariés, transporter un certain nombre d'éléments pour 23 kilos de matériaux depuis le pied du chantier jusque dans les étages. Et on peut voir que suivant les moyens qui sont mobilisés, partagés, on peut passer sur cet exemple de 1 heure de travail à 7 minutes. C'est là où on voit le potentiel de productivité à partir du moment où on se pose la question quels sont les moyens de levage, quels sont les éléments de conditionnement qui sont pris en compte. Et donc, je vous invite grandement à aller regarder et partager avec les interlocuteurs de la CARSAT ce genre de bonnes pratiques qui sont extrêmement riches et puis favorables à la santé finalement, parce que c'est là l'idée, hein, c'est de lutter contre les TMS, les troubles musculo-scolaires dont on peut souffrir sur les chantiers. Alors après, on va passer vite parce que on pourrait les multiplier à l'infini. L'exemple suivant, c'est la régulation du trafic, comment utiliser une organisation des systèmes qui contourne les points de difficultés, d'horaires très encombrés ou de chemins étroits pour rassembler tous les véhicules. Donc, il y a des très bons systèmes, très bonnes organisations qui se mettent en place, comme le système régulier à Lyon-Part-Dieu, dont vous avez peut-être entendu parler. Ensuite, petit zoom sur le hors-site. On voit qu'une grosse partie des travaux, quand on est en hors-site, en configuration de préfabrication, où on travaille dans des usines pour élaborer une grosse partie de ce qui traditionnellement était fait sur chantier. Et donc, on peut aller plus vite sur le chantier, mais avec des contraintes de manutention, puisque si on approche avec des ouvrages en 2D ou en 3 dimensions, comme celui qu'on voit en haut à droite, qui sont très volumineux, au moment où on va avoir ce convoi qui livre et la grue qui est utilisée, on va plus difficilement pouvoir faire d'autres livraisons traditionnelles. Bon, mais donc, c'est à prendre en compte dans la logistique et un schéma intéressant. Et puis, pour terminer, le sujet, ou plutôt les sujets d'économie circulaire que sont le développement du réemploi, qui est aujourd'hui très, très en cours auprès des maîtres d'ouvrage. Mais après, il faut voir où on les stocke, comment on les achemine, pour que ça ne soit pas quelque chose de trop coûteux pour le chantier. Et puis, le tri sélectif qui est demandé par la loi AGEC, puisqu'on nous demande d'avoir 7 flux qui soient mobilisés sur les chantiers plutôt que traditionnellement les bendib qu'on retrouve. Voilà autant d'exemples, mais que ne sont qu'une série d'exemples que je voulais partager avec vous. Et je repasse la main à Thibaut qui va parler du comment finalement. Oui, merci Jérôme. Effectivement, là, on a vu un certain nombre de solutions. Et là, ce que je vais vous proposer, c'est de réfléchir un peu ensemble comment on va les mettre en place, ces solutions. Est-ce qu'on attend que le chantier démarre pour réfléchir à la logistique ou est-ce qu'il faut commencer beaucoup plus tôt? En tout cas, le constat de la CARSAT aussi, encore une fois, est très éloquent. C'est que quand effectivement l'organisation logistique n'est pas décrite dans les pièces marché, eh bien il y a beaucoup moins de choses qui sont mises après en œuvre sur le chantier. Donc effectivement, il faut commencer un petit peu plus tôt, il faut commencer assez tôt, et je vais partager avec vous un petit peu une méthode qu'on développe et qu'on met en œuvre. Et la première chose à faire, c'est ce qu'on appelle, nous, analyser ce qui va se passer en amont. Tous les impacts, tous les enjeux logistiques amont, ce qu'on appelle amont, c'est ce qui se passe avant la porte du chantier. Et notre idée, c'est qu'il faut commencer, en fait, avant le PC. Pourquoi? Parce qu'en fait, il peut y avoir un certain nombre de choses qui vont impacter même la conception du chantier. Et la première chose qu'on va faire, c'est déjà analyser le contexte urbain. Et ben on va faire un peu, on va zoomer, on va utiliser des outils comme Google Maps ou autres pour essayer de voir qu'est-ce qu'il peut y avoir en termes d'impact déjà sur l'économie. Est-ce que la circulation ou bien le chantier en tant que tel, ces nuisances peuvent nuire à l'économie locale, à l'habitat, au cadre de vie? Est-ce qu'on risque d'avoir des problématiques aussi avec les voisins qui nous font réfléchir sur la façon dont on va
construire, dont on va gérer les flux. Peut-être aussi sur la sûreté du site. Est-ce que le chantier il est à risque en termes de vol, d'intrusion? C'est une problématique qu'on a souvent et qui pose problème en termes d'organisation pour les entreprises. Il y a peut-être des choses à faire et en fonction du contexte urbain, on peut agir différemment sur l'organisation de chantier. D'autres aspects aussi sur les flux routiers. Regardez la circulation, hein, on peut très bien simuler, enfin il y a des simulateurs sur Google Maps qui permettent de voir l'affluence du trafic sur les différents axes routiers, voir éventuellement aussi si on a un impact sur les transports en commun ou sur les piétons. Tout ça, ça nous amène un peu à réfléchir sur les contraintes et des dispositions qui peuvent être nécessaires d'être prises, ne serait-ce que par où on va accéder. Et si on doit accéder par un tel endroit, peut-être que ça peut avoir un impact sur l'implantation des bâtiments. Le contexte urbain, c'est aussi analyser les opportunités. Vous parlez tout à l'heure des plateformes. Alors, il y a des plateformes centralisées qui existent, hein, comme on a parlé à Lille ou à Londres, mais des fois, c'est juste une friche industrielle, un bâtiment de stockage ou un logisticien qui peut être à proximité, qui peut offrir aussi des solutions de stockage, voire de préfabrication ou de kitting sur site. Si ça se fait pas chez le fournisseur, peut-être que ça peut se faire une sorte un peu effectivement de base arrière à proximité du chantier. Voilà, donc la première chose qu'on propose de faire, c'est de faire déjà toute cette analyse et dézoomer, on va dire, par rapport au chantier et le recontextualiser par rapport à ce qu'il y a aux alentours. Ce qui est nécessaire aussi, à notre sens, à faire avant le PDC, c'est déjà une première étude de flux. On va appeler ça la logistique aval. Donc, une fois qu'on a passé la porte du chantier, et regarder ce qui va se passer en termes d'organisation des flux. Et on va faire ce qu'on appelle finalement une cartographie. Voilà. Par où est-ce qu'on va passer? Et on va distinguer ce qu'on appelle les gros colis, les menuiseries extérieures, également le gros œuvre, le placo, le carrelage, des plus petits colis, qui est normalement plutôt passé par les escaliers ou l'ascenseur intérieur, en tout cas qui passe moins par l'extérieur. Et ça va être aussi de réfléchir du coup sur toutes les adaptations nécessaires à faire sur le projet. Dans la cartographie, on va aussi intégrer à ce moment-là le diagnostic déchets, diagnostic PEMD si on est en déconstruction, puisque ça fait partie aussi évidemment des flux à gérer, des flux sortants, mais ce sont aussi des flux qu'il faut cartographier. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme adaptation du projet? Déjà, effectivement, c'est l'emplacement même des bâtiments, les accès. Est-ce qu'on met des murs fusibles? Est-ce qu'on met des SAD pour faciliter la circulation intérieure? Comment se passe l'accès à l'ascenseur si on décide de mettre l'ascenseur intérieur en service anticipé? Tous ces aspects-là peuvent avoir un impact dans le dessin, dans la conception du projet. Et donc, c'est pour ça qu'il faut le faire assez tôt. Et là, on n'est pas encore dans la phase pro, on est effectivement dans une phase où on aboutit sur l'enveloppe, mais peut-être même, je dirais, on va éventuellement impacter l'enveloppe si on voit qu'il peut y avoir des facilitations par un balcon, par une disposition d'un toit terrasse pour faciliter les flux. Ça peut aussi avoir un impact sur le phasage, et ça c'est aussi très important. Si l'organisation du chantier nous amène à penser il faut faire un bâtiment puis l'autre, ça peut avoir un impact sur la commercialisation du projet pour un promoteur immobilier. Et donc ça va aussi impacter fortement le projet. Et donc, toute son organisation en termes de commercialisation, de vente et voire des documents d'urbanisme. Voilà pourquoi la partie logistique, il faut la prendre très tôt. Parce qu'après, déjà, si on ne fait pas ça à ce moment-là, on va se retrouver déjà avec des contraintes qu'on aurait pu éviter si on n'avait pas fait cette analyse-là à ce moment. Ensuite, on va se retrouver un peu plus tard sur le début de la phase pro. Là, on va vraiment être dans le descriptif de ce qu'on pense mettre en œuvre en termes de moyens matériels, mais aussi en termes de prestations. Est-ce qu'on met en place une prestation logistique d'approvisionnement, une prestation logistique de gestion des déchets? Il peut y avoir un certain nombre de prescriptions, en tout cas, auxquelles on pense à ce moment-là. Et là, l'objectif, c'est déjà de faire une sorte de premier bilan sur les coûts. Qu'est-ce que coûte cette organisation logistique, On a vu tout à l'heure qu'évidemment, qu'on mettait des moyens, ça avait un coût, mais ça a évité un certain nombre de gaspillages. Donc, on va aussi estimer, en face des différents coûts, les pertes évitées, les gaspillages que l'on va éviter en termes de manutention, de déplacement, voire
doublons de moyens si on met, par exemple, des moyens mutualisés. On peut le faire sur une plateforme, sur un chariot, sur un échafaudage. Il y a plein de choses qu'on peut mutualiser et éviter que chacun vienne avec ses propres moyens. Voilà. Et donc tout ça, ça va nous amener à réfléchir, on va dire, sur ce qu'on valide, et en fait une sorte de go-no-go, on va dire, dès le début de la phase pro, pour pouvoir intégrer tous ces éléments-là dans la phase pro, sur le descriptif final du projet. Dans le descriptif final du projet, ben, on va retrouver les pics de principe par phase. On fait souvent au moins 3 phases, une phase gros œuvre, une phase seconde œuvre et une phase finition. On sait bien souvent, les fins de chantier sont souvent un peu compliquées. On a enlevé un certain nombre d'éléments, on fait des fois un peu de VRD à ce moment-là, on gêne un peu les accès. Donc réfléchir à la phase de finition dès le début, c'est quand même important. Puisque ça impacte aussi un certain nombre de travaux avec des flux de circulation en fin de chantier qui sont moins faciles. On va faire ce qu'on appelle aussi une notice d'organisation de chantier. Donc, l'objectif de cette notice, c'est d'expliquer très clairement aux entreprises qui vont répondre quelles sont les prestations qui sont prévues, éventuellement d'un logisticien ou d'un gestionnaire de déchets, ou s'il y a de la régulation éventuellement, et quels sont leurs devoirs et leur rôle en tant qu'entreprise, qu'est-ce qu'ils ont à faire pour qu'ils intègrent bien cet aspect-là dans leur réponse à l'appel d'offres, et que ce n'est pas qu'une réponse, on va dire, technique, mais c'est aussi une réponse organisationnelle. S'il y a évidemment des manutentions en moins, il faut qu'ils le prennent en compte. Et puis, on va évidemment intégrer toutes les prescriptions spécifiques dans les différents CCTP par lot. Si le plombier a amené effectivement à mettre des fluides supplémentaires pour alimenter les différents étages, si le gros œuvre ou le terrassier il doit prévoir des choses pour l'implantation du monte-charge, évidemment, tous ces points-là, il faut qu'on les prenne en compte très tôt et qui ne viennent pas se rajouter, on va dire, comme un élément après, une fois qu'on a démarré le chantier, parce qu'on considère que les installations de chantier, c'est des choses qui viennent après, qui n'ont pas été décrites ici. Elles ont besoin d'être décrites pour qu'elles soient bien prises en compte. Voilà un peu la démarche qu'on vous propose. L'étape suivante, on va se retrouver là en phase de préparation, au début du VRD. Et l'idée, c'est de valider, on va dire, avec les entreprises, si l'organisation logistique répond bien à leurs besoins réels. Quelque part, c'est un peu la même démarche. Quand on construit un planning chemin de fer avec les entreprises, on a notre planning Gantt, on a fait des premières enveloppes, on a peut-être travaillé un premier planning chemin de fer, mais là, on va travailler avec les entreprises pour l'adapter aux besoins, à leurs capacités de fonctionnement, avec quels outils viennent, est-ce qu'ils ont besoin de stockage, est-ce qu'ils ont des moyens de grutage spécifiques, enfin voilà, on va valider tout ça, aussi les cheminées fluides, l'acheminement à pied d'œuvre, les accès, avec quel type de camion est-ce qu'ils viennent, enfin voilà, donc on va valider un certain nombre d'éléments, donc ça c'est très important, cet aspect collaboratif qu'on retrouve dans toute démarche lean, on va là intégrer les entreprises comme acteurs, on va dire, du projet, à être vraiment dans le consensus et dans le compromis pour la meilleure organisation possible. Puis après, on va retrouver, voilà, ça c'est un exemple de réflexion qu'on a eu sur un échafaudage commun, où on a travaillé sur du plan 3D pour valider ce qui était le plus adapté pour chaque entreprise. Et puis la photo de droite, là, on avait travaillé directement à partir d'une maquette réelle, on va dire, comme on voyait un petit peu plus souvent avant. Dans la dernière étape que je vous propose, c'est tout ce qui va se passer après pendant la phase de chantier. Et un petit peu, finalement, on retrouve les éléments qu'on retrouve dans le LPS, et finalement, on va dire, on va intégrer cette démarche logistique comme un élément à part entière dans le LPS. Alors, déjà, une première chose très simple qu'on peut faire, c'est d'intégrer les notions de livraison dans le planning post-it, dans le planning visuel. Et à chaque fois qu'effectivement j'ai une tâche, j'ai de l'approvisionnement, je le mets là. Évidemment, derrière, ça vient à tel moment, mais où est-ce que ça va venir? Donc, c'est l'utilisation du pic dynamique. À partir du moment où on commence à dire, tiens, oui, j'ai une tâche d'approvisionnement, où est-ce que ça va arriver? Forcément, ça peut modifier l'organisation de mon pic de chantier. Et puis après, évidemment, c'est
c'est tout le côté visuel. Voilà, ça ne suffit pas d'écrire les choses et de se dire dans la cabane de chantier ou en réunion comment ça doit fonctionner. Bah, c'est le rendre visible sur le chantier avec du marquage au sol, des pancartes pour indiquer les différentes zones de stockage, de la sensibilisation type 5S. Et tout ça, c'est voilà, c'est de l'animation qui se fait au quotidien. À partir du moment où on met des règles qui sont claires, qui sont visibles par tout le monde, bah, c'est beaucoup plus facile à les faire appliquer. Et on trouve beaucoup d'efficacité opérationnelle avec ces petites choses simples. Alors c'est simple, mais il faut quand même prendre le temps de le faire. C'est jamais toujours le bon moment. Voilà, tiens, j'ai une autre réunion, on enchaîne. Quand est-ce que je prends le temps? Il pleut, c'est pas pratique. Donc il faut trouver les bons moments pour le faire. Il y a toujours des moments un peu propices dans les phases de chantier pour mettre ça en place. Et en fait, ça rend le système visible par tout le monde et donc beaucoup plus suivi. Voilà, j'en ai terminé pour ma partie, voilà, globalement sur notre présentation. Et je vous propose donc de passer un temps, on va dire, pour pouvoir répondre aux différentes questions. Merci beaucoup, Jérôme. Merci, Thibaut, pour ce travail, ce partage des informations et des connaissances et votre expérience. On va démarrer tout de suite par quelques questions qui me sont venues pour mettre les choses au clair dès le départ. Et la question, elle s'adresse d'abord à Jérôme, ensuite à Thibaut pour avoir son avis. Et Thibaut, tu peux avoir aussi un avis contraire de Jérôme, hein, c'est encore plus intéressant. Ça serait bien. Jérôme, la question, c'est quoi la logistique et c'est quoi la différence entre la logistique et la supply chain? Oh, c'est une question intéressante de vocabulaire. Oui, mais les gens, ils veulent savoir ce que c'est. La différence selon toi. Selon moi, si on parle de chaîne logistique, c'est la même chose que la supply chain. Mais souvent, quand on parle de logistique, c'est un peu plus réduit, c'est-à-dire qu'on parle juste des moyens de transport, moyens de stockage, et on n'a pas pris la hauteur de vue par rapport à ces moyens qui consistent à organiser les choses, à les mettre en relation, à les planifier. Donc, dès qu'on va au-delà des moyens, mais qu'on prend en compte ces éléments, ce partage d'informations, cette vue transverse, là, on passe au stade de la chaîne logistique dans son ensemble, ou appelé en franglais supply chain. D'accord. Donc, c'est question de positionnement par rapport au repère où on voit les choses. Oui, tout à fait. C'est le repère, le champ de vision qu'on se donne quand on est un logisticien opérationnel, il va être dans l'entrepôt en train de réaliser des activités opérationnelles. L'homme de la supply chain, il maîtrise ces éléments-là opérationnels, mais il a pris un regard plus large et il fait appel au système d'information, à la collaboration avec les fournisseurs, avec les clients, pour enrichir cette vision et la faire éventuellement évoluer, optimiser dans le temps. Et Thibaut, est-ce que tu partages ou bien est-ce que tu veux rajouter une précision? Alors, je partage ça. Je dirais effectivement, pour moi, la supply chain, ça intègre effectivement voilà, toutes ces notions de chaîne logistique qui va du client jusqu'au fournisseur, avec ce qu'on appelle les opérations logistiques. Et ce qu'on va rajouter, on va dire, c'est les flux d'informations et les flux financiers. Donc, ces trois types de flux dans la supply chain, voilà, flux physique, flux d'informations et flux financiers. D'accord. Une autre question qui nous revient, et elle s'adresse d'abord à Thibaut. Est-ce que le lean il doit être dissous dans la logistique? Et pourquoi on parle de logistique et de lean? Est-ce que le lean doit être dissous dans la logistique de départ en termes de compétences? Ou bien est-ce que le lean, il est en parallèle à la logistique? Le lean, de manière très globale, effectivement, il va s'attaquer à amener de la performance opérationnelle, chasser les gaspillages avec une méthode collaborative, et on se rend bien compte qu'effectivement, je dirais, aborder la partie logistique, c'est une des composantes, pour moi, une des composantes de cette démarche lean qu'il doit y avoir sur un chantier. Donc, voilà, c'est des compétences qui viennent s'additionner à des compétences organisationnelles, notamment de planification, et qui répondent à cette philosophie lean. Voilà. Après, ce sont on va dire, à un moment, il y a ce point commun, on va dire, de dire, la logistique amène de la performance opérationnelle. Donc, voilà, on peut voilà, on doit intégrer effectivement l'approche logistique dans l'approche lean.
La partie logistique et la partie supply chain, on va dire, donc pour dire les choses clairement, donc les questions, elles tournent autour de ça. Donc, il y a quand même une vision, on va dire, au moins régionale, voire nationale, des centres logistiques et de l'organisation et de l'organisation d'une manière globale. Il y a Alors, plusieurs chantiers dans une ville et chacun, il veut optimiser sa logistique et son ligne de construction. Quelles sont les pratiques que vous voyez? Est-ce que vous avez des best practices dans d'autres pays que vous avez vus où la logistique ou bien la supply chain, elle n'est pas centralisée, mais elle est décentralisée? Et comment vous voyez la situation actuelle de la France et de la construction en France par rapport à une vision d'une ville ou bien plus encore globale? Alors, sur le plan de la dimension, moi, je suis un fervent défenseur de la mutualisation. C'est-à-dire que si on veut faire des économies, si on veut pouvoir concentrer un savoir-faire qui puisse être partagé en matière de logistique, l'idée de mutualiser autant que possible est pour moi une direction intéressante. Elle n'est pas toujours facile parce que ça veut dire se faire mettre d'accord un certain nombre d'acteurs et donc l'organisation n'est pas nécessairement évidente et demande une vraie conduite de changement. Cela étant dit, les expériences qu'on peut voir dans des endroits très différents. Regardons à Bordeaux, sur la partie économie circulaire, la plateforme Noé qui a été mise en place par l'aménageur Bordeaux-Atlantique pour 15 ans de chantier, en gros, est un lieu intéressant où on mutualise un certain nombre de flux de consolidation de déchets. Si on sort des frontières françaises, on voit qu'à Londres, la mise en place que j'ai évoquée tout à l'heure de centres de consolidation de la construction juste avant leurs Jeux Olympiques, hein, donc c'est une initiative qui date de 2004-2005, a permis et encouragé tous les grands chantiers de la région de Londres de passer par ces centres de consolidation. Donc c'est un vrai sujet. Là où il y a une difficulté aujourd'hui, si on regarde tous les flux, c'est que si on raisonne économie circulaire, donc réemploi de matériaux, par exemple, on va avoir tendance à être le plus près possible du chantier, parce qu'on va probablement revenir avec les matériaux en réemploi à proximité, alors que si on parle des flux de matériaux neufs qui viennent dans certains cas de l'extérieur de la ville, de manière plus éloignée, on va plutôt raisonner par rapport à la mise en place des ZFE, des zones à faible émission, qui se mettent en place dans les villes. Donc, il faut trouver le bon curseur, à quel endroit on met les moyens, par exemple, de stockage mutualisé. Thibaut, si tu veux rajouter ou bien comme tu veux. Bon, juste qu'on fasse attention de ne pas dire effectivement que le lean logistique, ce n'est que, on va dire, sur des grands chantiers ou des grandes métropoles où il y a des enjeux particuliers et où effectivement ces notions de mutualisation globale, multi-chantier a tout son intérêt pour éviter, on va dire, tous ces flux qu'on peut optimiser. Il y a aussi, on va dire, de la ligne on va dire de la logistique à penser sur des enjeux beaucoup plus locaux, on va dire, quand on a un chantier dans une petite ville où il y a relativement peu de problématiques, on va dire, multi-chantiers, il y a quand même des enjeux. Voilà, on peut parler de mutualisation. La mutualisation qu'on peut voir au niveau d'une ville, on peut l'avoir aussi au niveau d'un petit chantier, ne serait-ce que par exemple avoir un fournisseur commun pour tout ce qui est quincaillerie et qu'il ait un espace, on va dire, pour approvisionner l'ensemble des intervenants. Ça peut être ça peut être aussi un exemple, on va dire, de mutualisation et de réflexion. Donc à chaque niveau, on va dire, on va avoir des enjeux différents. Mais il y en a dès le plus petit chantier jusqu'au plus gros, avec des enjeux différents. Et ce qu'il faut réfléchir, c'est effectivement, c'est cette vision mutuelle, globale, prendre un petit peu de recul et éviter que chacun se débrouille. Et là, on voit effectivement de la superposition de flux, des gaspillages, pour aller vers quelque chose de plus optimisé. Et ça peut se penser, voilà, du plus petit au plus grand chantier. Très bien. On reste avec toi, Thibaut. Tu avais parlé beaucoup de flux. Il y a une question qui est adressée d'abord à toi et en même temps à Jérôme. C'est cette question de flux, les flux poussés et les flux tirés. Est-ce que tu peux expliquer un peu ce que c'est les flux tirés et les flux poussés dans le cadre de la construction
Et celui qui pose les questions, il dit, pour lui, ce n'est pas la même chose, le flux tiré et le flux poussé dans la construction que dans le domaine de l'industrie manufacturière. Est-ce que Jérôme partage ça ou ne partage pas ça? Parce que ça, c'est une question qui reste encore en dialogue et en débat. À toi, d'abord, Thibaut. Alors, c'est sûr que quand on va parler de flux tirés dans la production, on va partir toujours de la demande client. De la demande client qui va faire effectivement demander soit une cadence de production ou il va demander effectivement d'être fourni à tel moment. Donc, on va produire en fonction de cette demande client. Sur un chantier, c'est moins évident. On doit produire un bâtiment. Elle est où la demande client? En fait, on peut se dire dès que c'est possible. Donc c'est un peu différent. Mais il y a quand même ces notions effectivement de flux tiré par rapport à tout ce qui est approvisionnement. Et on peut dire quand on fait justement un planning cadencé, on est en train de créer, on va dire, des points, on va dire des jalons ou des tâches, on va dire, qui vont amener à celui d'avant, on va dire, à travailler ou à produire. Donc, on va commencer à travailler en flux tiré, effectivement, par rapport à une cadence et par rapport à des jalons intermédiaires qu'on va mettre en place. Et un point, effectivement, là, on va retrouver effectivement cette notion de flux tiré, c'est cette notion de juste à temps. Forcément, l'approvisionnement, est-ce qu'on va approvisionner tout le matériel sur le chantier comme ça, je sais que c'est là, voilà, et j'ai tout ce qu'il faut pour travailler, ou bien est-ce qu'on va faire de l'approvisionnement plus cadencé, en juste à temps, à pied d'heure et même avant sur la zone de stockage pour limiter, on va dire, l'encombrement de chantier. Donc là, on va commencer à travailler, à parler de flux tirés ne serait-ce que sur la partie logistique et de l'approvisionnement du matériel. Merci Thibaut, et ça, merci pour la réponse. Mais est-ce que tu penses que ces notions de flux tiré et de flux poussé sont les mêmes en construction que dans le domaine du manufacturier? Qu'on prend dans une usine, est-ce que c'est la même chose? Est-ce qu'on parle bien de la même chose ou pas? Est-ce qu'on parle bien de la même chose? Oui, on parle de la même chose, mais c'est pas la même chose c'est pas les mêmes demandes qui tirent. Le point de démarrage, c'est pas, on va dire forcément la demande client. Enfin, c'est une demande client intermédiaire. Mais oui, effectivement, puisque on va créer, on va dire, la demande client, elle va être à un moment, le coulage d'un plancher qui va tirer avant les approvisionnements, qui va tirer avant le travail de production, de validation des plans et puis des plans d'exécution. Et donc ça tire aussi toute la partie amont de validation, d'exécution. Donc on est bien sur la même notion, mais un calcul de tact, par exemple, typiquement, un calcul de tact dans production, il est défini par la demande client. Et là, il va pas être défini par la demande client, mais sur une cadence, on va dire le tact, il va être défini sur une cadence qu'on va être capable de mettre en œuvre sur le chantier pour tenir, on va dire, la livraison finale. Donc, on va retrouver, on va dire, les mêmes notions, mais le point de démarrage n'est pas le même. D'accord. Et pour toi, Jérôme? Alors moi j'aurais une observation sur le sujet, parce que j'aime bien le flux tiré et pouvoir optimiser l'activité du chantier ainsi. Est-ce que je ferais une remarque aujourd'hui, par exemple, on est confronté à des situations qui nous sortent de ce schéma. Par exemple, quand on a un fournisseur avec une raréfaction des produits, des composants qui manquent, et donc on se retrouve avec des à-coups qui ne se gèrent pas comme dans un schéma idéal de flux tiré. Hein, et qui oblige soit à faire du stockage lié à un stockage quasi spéculatif, parce qu'on sait il vaut mieux se protéger sur telle fourniture, parce qu'on sait qu'elle est en situation de pénurie, ou qu'il y a des à-coups à cause de la demande. Donc ça fait partie de schémas qui nous obligent à sortir de ce schéma qui est peut-être idéal dans certains cas, mais qui n'est pas la réalité dans tous les domaines et à tout moment. D'accord. Et donc, du coup, est-ce que la logistique dans le domaine manufacturier, elle est la même que celle qui est dans le domaine de la construction? Je ne m'engagerai pas dans ce débat d'experts sur lequel il faudrait passer des heures. Je n'y vois pas. On peut justement, donc l'idée, c'est vraiment de faire encore d'autres webinaires. Oui. Un peu plus pointus, si sur deux points. Exactement. Merci. Une autre question. Est-ce que vous connaissez des outils où il y a à la fois qui sont très fluides, à la fois entre les lignes et la logistique?
Alors, on parle de quoi? D'outils Outils, par physiques exemple, des méthodes, on va dire. Par exemple, là, Thibaut, tu as cité plusieurs fois le LPS, qui est une méthode inventée aux Ouais. États-Unis par l'Université de Berkeley. Est-ce qu'il y a des outils logistiques? Est-ce qu'il y a une méthode logistique qui est appropriée ou également qu'on peut s'inspirer, se former dessus quand on est jeune, quand on est expert, etc. Mais quand je suis allé faire la visite que l'IFCL a organisée au chantier Yves du Manoir, qui est un des futurs endroits pour les Jeux Olympiques, j'avais cet œil-là. D'ailleurs, il n'a pas été naturel, je ferai une petite remarque, il n'a pas été naturel au conducteur de travaux de parler de logistique. C'est à la fin où il avait parlé de tout, sauf de logistique. Je dis, mais là-dedans, on voit que vous avez fait du lean, est-ce que vous avez fait de la logistique? Et en fait, oui, bien sûr, il l'avait fait parce que sur les chantiers, on est approvisionné, donc on fait de la logistique comme M. Jourdain fait de la prose. Mais quand on pousse la question, on voit bien qu'est-ce qui se passait. Et dans les exemples qu'ils nous ont donnés, il y avait le planning LPS devant nous, et je leur disais, mais qu'est-ce que vous voyez en logistique là-dessus? Et ils disent, on a eu une discussion avec notre fournisseur de carreaux qui devait, en théorie, il devait nous livrer son carrelage sur 3 semaines. Mais là, finalement, ils nous annonçaient une livraison toute regroupée lundi prochain. On va avoir plusieurs camions qui vont arriver. Donc, ça veut dire, est-ce qu'on aura les moyens de déchargement, l'aire de livraison disponible, le personnel pour décharger à ce moment-là? Donc, on regarde à travers les outils Lean traditionnels comment on met en évidence les sujets qui sont des sujets purement logistiques. Oui, tout à fait. Il y a Dominique Renard-Barazzi qui intervient avec un message. Elle dit on peut adapter les outils du Lean sur le flux Kanban et VSM. On a une question de M. Laurent qui dit je voulais juste peut-être compléter Zuber, là, parce que tu parlais des outils LPS, oui, la partie logistique. Ouais. Il y en a un qui existe, qui est justement un petit peu avant la partie planification, qu'on appelle le Make Ready, qui, si on l'étend un petit peu, ce Make Ready est fait, comment on rend prêt la tâche, et dedans, qui intègre effectivement aussi toute la partie approvisionnement du matériel. Et là, on a des outils, on va dire, qui fonctionnent un petit peu en rétro-planning, en fait, que tout le processus, je dirais, d'approvisionnement et avant les approvisionnements de validation, et qui est un outil de planification et de pilotage pour intégrer les flux d'approvisionnement. Donc ça peut être un exemple. Et un autre outil qui peut exister aussi, c'est tous les outils de simulation, on va dire, de flux, hein, quand on commence effectivement à avoir des grands bâtiments. Qu'est-ce que je vais avoir besoin en nombre de palettes? Quel va être mon débit de mon charge? Est-ce que je vais être capable, je dirais, d'approvisionner la quantité de matériel par rapport à la quantité, par rapport aux besoins? Donc ça, c'est aussi un outil, des outils de simulation qui peuvent correspondre aussi à une logique un peu d'ordonnancement. Voilà. Quel est le planning de livraison aussi sur un outil comme Timothy, par exemple, qui sont bien à la rencontre des deux? Non, très bien. Laurent, il vous dit on ne parle pas de déploiement vers l'humain. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. On s'est pas bien compris. Thibaut. Alors, je suis pas sûr de bien comprendre la question. Est-ce qu'on parle des flux humains ou est-ce qu'on parle le côté humain, on va dire, de la méthode? Parce qu'effectivement, dans le côté humain de la méthode, on a bien parlé de collaboration en phase préparation, voilà, et en phase d'exécution, intégrée dans la méthodologie. Et dans les flux, alors même si je sais pas si on l'a bien, enfin, j'en ai un peu parlé, mais il y a bien 3 types de flux, hein, les flux gros colis, petits colis et les flux humains. Et donc ça, c'est un flux en tant que tel, avec la sécurisation et les moyens adaptés et puis le côté pénibilité aussi. Voilà. Donc si, je pense qu'on a bien parlé, mais bon. Côté humain, pour moi, il y a 2 points majeurs, c'est la responsabilisation et l'attention portée aux compétences. Oui. Oui. Et encore, Laurent, il vous dit, est-ce qu'on peut exiger dans l'étude des mémoires techniques de payer les situations et notamment le règlement des appros conditionnés à l'appro directement par les fournisseurs sur chantier? Je ne sais pas si vous voulez que je répète la question ou pas. Oui, est-ce qu'il peut… Oui. Est-ce qu'on peut exiger dans l'étude des mémoires techniques de payer les situations et notamment le règlement des approvisionnements conditionnés à l'approvisionnement directement par les fournisseurs sur chantier?
Tu veux répondre, Thibaut? En fait, ce que je comprends, c'est si on met en place des règles de fonctionnement par un logisticien, est-ce qu'on peut le contractualiser, le rendre obligatoire? Simplement oui, ça existe. Donc, moi j'ai travaillé 5 ans au chantier naval et ça fonctionnait comme ça, c'est-à-dire que les colis ne pouvaient pas, on venait pas avec sa camionnette et rentrait dans le chantier avec son chargement ou son camion. Donc tout passait par un flux qui était maîtrisé avec souvent effectivement un passage de fournisseurs en base arrière. Donc oui, ça peut s'écrire, ça peut se faire, voilà. Donc c'est plus des conditions d'achat, effectivement, de contractualisation. Mais moi, j'ai vu ça avec des aménageurs comme Espace Ferroviaire ou comme Paris Métropole Aménagement qui ont des règles d'organisation de chantier assez standardisées dans lesquelles il y a effectivement des clauses particulières de fonctionnement, voire des pénalités si on a dit que c'était la livraison passait par de telle manière et qu'on avait un schéma différent, ça peut être pénalisé avec des pénalités. Très bien. 3 dernières questions. La première, chacun selon son avis. Pourquoi la logistique elle a été négligée depuis longtemps dans la construction et pourquoi le lean il a été négligé dans la construction depuis longtemps? Pourquoi cet engouement au lean et entre guillemets à la logistique maintenant, chacun de sa fenêtre, s'il vous plaît? C'est une bonne question, je trouve. Alors, oui. Pour répondre, on va dire, je pense que il faut savoir à qui ça bénéficie et qui est capable de mettre en œuvre. Et c'est souvent effectivement les problématiques qu'il peut y avoir quand on met pas quelque chose en place, c'est que celui qui a les leviers pour mettre en place quelque chose, c'est pas forcément celui qui en bénéficie en premier terme. Et la logistique, c'est typiquement ça. On va dire, mettre en place une organisation logistique, ça commence par coûter. Ça coûte de l'argent. Souvent, effectivement, l'entreprise générale ou la maîtrise d'ouvrage va mettre quelque chose en place au bénéfice d'une meilleure productivité de production, et c'est pas forcément évident à retrouver. Donc c'est pour ça que dans le schéma que j'expliquais tout à l'heure, la notion de gain estimé tôt, effectivement, est un enjeu, on va dire, important pour trouver un équilibre et que celui qui le met en place, il trouve aussi, on va dire, une économie. Donc je pense que ça, c'est un vrai frein. Maintenant, on commence à avoir des maîtres d'ouvrage qui disent si je fais pas ça, j'aurai plus personne à travailler sur mes chantiers. Et je pense que le lean, ça a été un petit peu la même chose. Si je mets pas en place du lean, je vais avoir du mal à trouver quelque chose du monde sur les chantiers. Le lean sur la partie LPS en tout cas, avait cet autre avantage, on va dire, c'est le côté maîtrise des délais. On y voit effectivement pour le coup un retour un peu plus direct, un peu plus clair. Mais la logistique est un vrai frein, on va dire, de l'aspect coût-gain. À toi, Jérôme. Alors, sur le plan de la logistique, alors je mettrais de côté l'aspect purement humain, culturel, où le monde de la logistique n'est pas une fonction très valorisée. Je dirais que le monde de la construction, pas forcément non plus. Ce sont deux secteurs d'activité qui souffrent d'attractivité. Donc, quand on est au croisement des deux, forcément, on n'est pas dans une tradition de mise en évidence très forte. Mais plus finement, pour moi qui étais sous-traitant d'entreprise générale, un peu au bout de la chaîne, les coûts logistiques, et encore aujourd'hui, sont masqués à l'intérieur des coûts de la construction. C'est-à-dire quand on vend la mise en place d'une salle de bain, on ne vend pas la mise en place d'une salle de bain avec une ligne de coûts de transport et de coûts de stockage. Donc, à l'achat et dans l'exécution, si ce n'est pas optimisé, eh bien, ça reste finalement de la pure responsabilité du sous-traitant de regarder comment les choses s'organisent. Et le sous-traitant tout seul n'a pas les moyens de mutualiser, par exemple, des choses. Donc, c'est une prise de conscience progressive de l'influence qu'a la logistique sur la productivité globale sur un chantier ou sur les nuisances qu'elle peut apporter, qui aujourd'hui me semblent être des facteurs importants pour la mettre en lumière, alors qu'elle était cachée dans les coûts de la construction jusqu'à présent. Oui, Jérôme, tu as parlé de coût. Quel est le coût de logistique dans un chantier ou bien dans une construction? Et quel est le coût du lean également pour toi, Thibaut? Alors, le coût de la logistique, traditionnellement, dans des secteurs d'activité variés, si on prend l'ensemble des coûts associés
au transport, au stockage, à la manutention, on va être facilement sur 5% des coûts globaux. Il n'y a aucune raison qu'en les mettant en évidence, on soit très éloigné de ce genre de notions. Mais quand on n'y fait pas attention, par exemple, aujourd'hui, le booster du réemploi a fait une étude qu'ils ont publiée en début d'année. Ils ont vu que pour le coût de la logistique dans le réemploi, ça coûtait jusqu'à 40% du coût des matériaux en réemploi. Parce qu'on sait pas, on organise ça très mal. C'est complètement nouveau et les choses ne sont pas du tout optimisées, pas mutualisées. Donc il y a un vrai enjeu à faire en sorte que ça s'industrialise, ça se professionnalise pour que la logistique soit à des coûts raisonnables et optimisés. À toi, Thibaut, pour la partie coût lean. Alors, je ne sais pas ce qu'on entend par le coût Le lean, coût parce lean, que- le coût lean, par exemple, vous avez une entreprise qui fait de la construction, elle a besoin d'une expertise lean pour les Ouais. aider. Quel est le Mm. coût par rapport au projet global quand vous présentez vos offres? Ah, d'accord. Bon, là, ça va vraiment dépendre du projet, Oui, mais mais en général, globalement, un on accompagnement parle pas de logistique. toi, on parle pas de toi en particulier. En moyenne, qu'est-ce qui se passe? Je veux construire quelque chose et il y a quelqu'un qui vient me voir, il me dit, ben, le lean, c'est très important et voilà le coût global et voilà les garanties que je peux faire en termes de résultats et en termes de moyens. Ça Ouais. tourne autour de combien, ce Alors, coût-là? globalement, si on parle en termes de moyens logistiques, on voyait tout à l'heure, effectivement, sur l'étude de l'ECNAM, les moyens qu'on va rajouter souvent par rapport à pour trouver des gains, ils vont souvent être autour des 1%. 1%, et ça va permettre, effectivement, bah, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure, de gagner 4-5%, on va dire, dans la partie manutention. Mais on aura du mal à les valoriser. Voilà. Au moins, on va dire aujourd'hui, ce qu'on arrive à faire dans les expériences qu'on a, c'est qu'on arrive à trouver un équilibre économique entre les coûts et les gains identifiés par les entreprises. Après, sur la partie l'étude logistique, on va dire, bon, bah, ça, ce sont des frais un peu de bureau d'études qui vont varier entre 10 et 20 000 euros selon la taille de chantier, quoi. Très bien. Pour faire Dernière question qui est subdivisée en trois parties. Selon vous, chacun, est-ce que la partie construction lean ou bien l'expertise lean ou bien l'expertise logistique, ce sont des compétences qui doivent être en interne au niveau du secteur de la construction ou bien elles doivent être externalisées? Ça, c'est la première question. Et la deuxième, les clients pour vous, c'est qui? Est-ce que c'est le propriétaire? Est-ce que la terre peut être un client? Est-ce que le chantier peut être considéré comme un client? Quand vous dites client, ça veut dire quoi, client, en fait, selon vous, cette notion? Et la dernière chose, quel est, selon vous, le cas de la France qui nous intéresse aujourd'hui? Quel est le meilleur type de logistique ou bien de transport? Est-ce que c'est l'autoroute? Est-ce que c'est la route? Est-ce que c'est le fleuve? Ou bien est-ce que c'est le train? Est-ce que ça, c'est une question qui revient souvent. Rapidement, pas besoin de détailler, donnez vraiment votre avis personnel, s'il vous plaît. Je commence par Jérôme. Alors, je commencerai par la question, quel est le moyen de transport? Aujourd'hui, on est à 90%. Aujourd'hui, la photo, il y a 90% des transports qui se font par la route et le reste, donc les 10%, se répartissent entre le fluvial et le ferroviaire. Donc, il est intéressant de les faire progresser, le fluvial et le ferroviaire. Le fluvial, notamment pour l'évacuation de déchets, on a vu sur le Grand Paris Express, a trouvé une bonne dynamique pour évoluer. Cela étant dit, même si ça double, par exemple, on arrivera peut-être à 10% des moyens de transport. Donc, il faut être raisonnable quand on regarde les choses. On ne va pas faire passer le fluvial ou le ferroviaire à 90% du schéma parce que opérationnellement, ça ne correspond pas à une réalité. Mais quand c'est judicieux, il faut se poser la question parce que ça a beaucoup d'avantages. De la même manière, quand on est sur des petits chantiers, le fait de passer en vélo, sur vélo cargo, peut être une solution intéressante. Il y a des professions de plombiers à vélo qui font tout un certain nombre de types de chantiers, par exemple, qui sont tout à fait intéressants. La première partie, est-ce que tu peux rappeler la première partie de la question, Zubair? Quels sont les types de clients? Est-ce que les clients, c'est qui les clients? Alors, la deuxième question, c'est la partie client. Et puis, est-ce que externaliser ou internaliser pour un grand groupe de oui. construction les compétences lean et logistiques? Oui. Alors, les clients, on a dans le monde de la construction, surtout si on est sur des gros chantiers, une succession d'acteurs
pour moi, le client final, c'est l'ouvrier sur le chantier. Et c'est important d'avoir ça en tête parce que c'est lui auquel on va faciliter les conditions de travail, c'est lui qu'on va aider à être efficace sur son chantier. Cela étant dit, les décideurs, ils sont auprès des entreprises, beaucoup dans des schémas d'entreprise générale qui ont une capacité forte à organiser les choses, mais quelquefois, c'est plutôt au niveau de l'aménageur ou du promoteur qu'on va se dire qu'on va mutualiser les choses. Jérôme, c'est uniquement pour aller préciser en fait ta pensée. Est-ce que quand tu veux dire, est-ce que tu veux dire les clients premiers ou bien les clients finaux? Tu veux dire c'est dans quel sens le final là? Il est en dernier ou bien en premier? Le premier client, c'est l'ouvrier qualifié. D'accord, très bien, non, c'est clair. Ouais, le premier client. Si on définit les clients en premier, on définit d'abord l'ouvrier, et puis on regarde les autres clients, c'est ça? Oui, oui. Après, le décideur n'est pas forcément voilà, celui. Non, c'est clair maintenant. Interne, externe, on est à un moment où il y a des compétences fortes qui ont besoin d'être diffusées. Le recours à des compétences externes va être utile, en particulier lorsque la dimension de l'entreprise ou la compétence n'est pas encore là. Si on se projette ensuite, il serait tout à fait intéressant que ces compétences soient largement diffusées. Ça n'est pas le cas aujourd'hui, donc il est très utile de faire appel à des compétences externes, que ce soit sur le lean ou sur la logistique, pour renforcer celles qui sont en interne dans les entreprises. Thibaut, rapidement. Oui, je vais rejoindre ce qu'a dit Jérôme. Évidemment, le client, celui qui généralement, effectivement, formule la demande, c'est plutôt effectivement le maître d'ouvrage, le promoteur. Pourquoi? Parce qu'il veut effectivement, aujourd'hui, il veut développer de l'attractivité, il veut aussi avoir une image aussi sociétale importante. Le premier bénéficiaire, je suis d'accord avec Jérôme, ça va être le compagnon, mais quand même l'impulsion effectivement pour les changements aujourd'hui, ils viennent plutôt effectivement des maîtres d'ouvrage. Par contre, effectivement, en termes de compétences, c'est des compétences qui doivent s'intégrer dans la maîtrise d'œuvre. Hein. Quand on parle effectivement d'organisation logistique, de pilotage, on est en plein dans la maîtrise d'œuvre. Donc, ce sont aujourd'hui plutôt effectivement des compétences qui viennent s'associer, renforcer, on va dire, l'équipe de maîtrise d'œuvre en termes de logistique, d'organisation logistique. Comment est-ce qu'on va faire voilà. Mais voilà, ça peut être très bien effectivement aujourd'hui une demande, d'un maître d'ouvrage, en fait, d'attendre ça de sa maîtrise d'œuvre pour avoir effectivement des chantiers qui sont mieux organisés. Merci beaucoup pour cet échange riche et varié, et même dynamique. Hein. On a plusieurs questions. On a des questions sur le coût de la logistique, du lean, etc. Donc voilà, il y en a pas mal. Il y a aussi la notion de logistique et du lean. C'est très vaste et c'est très intéressant et on a des avis divers. Le dernier mot, il est pour vous. Et avant que je conclue. Donc, à vous, le dernier mot, qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous voulez qu'on garde, en fait, de votre présentation, de votre échange, de votre partage? C'est quoi le principal message que vous voulez dire? Tiens, c'est le beurre de ce que j'ai envie de dire aujourd'hui. En tout cas, aujourd'hui, c'est ça. Bon, on a justement une petite slide pour le présenter. Voilà, voilà, ce qu'on doit retenir, on va dire, voilà, ce qu'on a un peu discuté là depuis une heure maintenant. Et si on veut retenir quelque chose de lean logistique, en premier lieu, c'est d'abord l'amélioration des conditions de travail, diminuer les accidents. Voilà, c'est vraiment la première intention. La deuxième, c'est de se dire, tout ça, c'est pas que du coût supplémentaire. Voilà, c'est pas un centre de coût, c'est vraiment une opportunité d'éviter des gaspillages, voire même, on va dire, voilà, de générer finalement un gain, quelque chose qui est plus productif, qui diminue le coût global de la construction. Voilà, on a présenté un certain nombre de solutions, on va dire. Tout ce que va présenter Jérôme, c'est pas des choses qui se disent, bah tiens, le lean logistique, c'est ça, il faut faire ça. Non, c'est des solutions différentes qui sont évidemment adaptées aux besoins du chantier. Donc ça nécessite effectivement qu'il y ait une réflexion un peu du besoin en fonction de la typologie du chantier. Est-ce qu'on est du tertiaire? Est-ce qu'on est du logement? Est-ce qu'on est sur de la rénovation? Est-ce qu'on a du déchet? Évidemment, voilà, les solutions, le panel de solutions qu'on a, elles sont appliquées différemment en fonction du chantier. Voilà. Et donc, à commencer très tôt. C'est-à-dire, comme l'a évoqué Thibaut dans le déroulement de la mise en pratique, c'est le plus tôt possible, dès en amont du permis de construire,
pour planifier les moyens, pour les quantifier, pour regarder comment ils vont pouvoir être personnalisés au chantier, le décliner ensuite en chacune des phases du projet. Et comme on l'évoquait finalement dans les dernières questions, avec des nouvelles compétences qui émergent à travers des intervenants extérieurs ou des cellules qu'on commence à avoir dans certaines grandes entreprises. Mais il y a encore un grand effort à faire pour les partager de manière large, aussi bien sur les outils méthodologiques tels que la compétence Lean les promeut, mais aussi sur les compétences logistiques pour bien comprendre comment tout ça peut être optimisé. Voilà quelques-uns de nos principaux points d'attention. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez enlever le partage? Voilà, comme ça, on est tous les trois ensemble. Je vous remercie vraiment sincèrement beaucoup, à la fois Thibaut et Jérôme, et le travail qui a été fait ensemble et sur vos connaissances, sur vos expériences. C'était très, très riche. C'était le dernier de l'année. Et merci beaucoup. Et les questions et fusent aussi importantes et délicates et assez importantes. Et c'est ça qui fait la richesse et l'échange et puis l'amélioration continue également. Hein, voilà. Merci infiniment pour tout le monde, pour ceux qui nous ont suivis, ceux qui partagent avec nous les questions, leur intérêt. Et merci encore et à très bientôt et au revoir et merci encore. Merci. Merci.